j'ai remarqué qu'elle portait le foulard de ma meilleure amie. Et que cette amie ne portait jamais de foulard. Et ce n'était que le début. Le vieux portail grinça, long et plaintif, comme pour me prévenir. J'étais accroupi dans l'allée, un sécateur à la main, occupé à couper les tiges sèches des rosiers. Le ciel bas, d'un gris métallique, annonçait la pluie. J'ai entendu un moteur, puis des pneus qui crissaient sur le gravier. Ce n'était pas sa voiture. Une berline grise, au capot légèrement cabossé, que je connaissais pourtant. Celle de Marc, mon meilleur ami depuis la fac, mon témoin de mariage. L'homme qui, un soir de beuverie, m'avait juré que jamais rien ne briserait notre amitié. La portière côté passager s'ouvrit. Elle en sortit, le foulard noué négligemment autour du cou. Ce foulard, je l'avais déjà vu, mais pas sur elle. Il appartenait à Sophie, sa meilleure amie. Et Sophie, je le savais, ne portait jamais de foulard. Elle disait que ça lui donnait l'air malade. Puis, Marc descendit à son tour, contournant la voiture pour la rejoindre. Aucun geste hésitant, aucun regard coupable. Ils avançaient côte à côte comme deux personnes qui avaient cessé de se cacher. Elle ne m'a pas regardé. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit, d'une voix neutre, comme si elle demandait de passer le sel. Nous sommes entrés. Dans le salon, l'air paraissait épais, presque collant. Marc s'est adossé au chambranle, les bras croisés, observant la scène comme un témoin volontaire. Elle s'est assise sur le canapé, lissant sa jupe d'un geste mécanique. « Je vais être claire », a-t-elle commencé. « Je veux divorcer. » Mon regard est tombé sur ce foulard. Un parfum subtil flottait autour d'elle, floral, sucré, étranger à nos habitudes. Un parfum que j'avais senti chez Sophie, par curiosité, lors d'une soirée. Et à ce moment précis, j'ai compris que rien de ce que j'allais entendre ne serait improvisé. Je n'ai rien répondu. Le silence s'est allongé entre nous, dense comme du verre. Marc a pris la parole, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est mieux pour tout le monde. On a évolué. Ce mot m'a donné envie de rire ou de frapper quelque chose. Évoluer. Comme si briser un mariage, trahir un ami, était une étape naturelle. « C'est vraiment ce que vous voulez ?» ai-je demandé, la voix basse. Elle a levé les yeux, enfin. « C'est ce dont j'ai besoin. » En me parlant ainsi, elle venait d'effacer 15 ans de vie commune, réduits à une simple nécessité personnelle. Ils sont partis ensemble. J'ai suivi leur silhouette par la fenêtre, jusqu'à ce que le portail se referme derrière eux. Dans l'ombre du couloir, j'ai aperçu Sophie. Son visage exprimait à la fois la stupeur et une étrange confirmation. « Tu as vu ?» a-t-elle murmuré. Je me suis contenté de hocher la tête. Les mots ne servaient à rien. Le soir est tombé rapidement. Le salon, vide, semblait rétréci. Je suis resté assis, immobile, à fixer la porte d'entrée restée entr'ouverte, laissant passer un courant d'air froid. Je me suis surpris à me demander, quand tout cela avait-il commencé à se fissurer? Était-ce au premier silence évité? Au premier regard de trop? Ou bien, avais-je toujours été le dernier à comprendre? Ce que j'ignorais alors, c'est jusqu'où cette histoire allait m'emmener, et jusqu'où j'étais prêt à aller. Sophie m'a invité à entrer. Sa maison sentait le café et le bois ciré, comme toujours, mais il y avait quelque chose de tendu dans l'air, une crispation invisible. Elle a posé 2 tasses fumantes sur la table, puis s'est assise en face de moi. Ses doigts tapotaient nerveusement contre la porcelaine. « Je les ai vus ensemble. Plus d'une fois, » a-t-elle dit sans préambule. Mais je ne voulais pas y croire. J'ai bu une gorgée, le café était amer. Moi non plus. J'ai marqué une pause. Le pire, c'est qu'ils ne font même plus semblant. Elle a détourné le regard, comme si les mots pesaient trop. Hier, il m'a dit qu'il allait dormir chez un client. Maintenant, je sais qui était ce client. Son rire amer s'est perdu dans le silence. Je me suis surpris à observer les moindres détails autour de moi. Les photos encadrées où nous apparaissions tous les 4, insouciants, les soirées d'été passées dans ce jardin, les repas improvisés. Tout cela n'était plus que des archives d'un mensonge. Les jours suivants, j'ai commencé à voir ce que je ne voulais pas voir auparavant. Ces messages qu'elle effaçait presque avant de les lire. Les appels interrompus dès que j'entrais dans la pièce. Les vêtements plus soignés, les parfums plus marqués, comme si chaque geste devait plaire à quelqu'un d'autre.
Un souvenir précis m'est revenu. Quelques mois plus tôt, lors d'un barbecue chez Marc, ils s'étaient éclipsés sous prétexte d'aller chercher du vin. Ils étaient revenus quelques minutes plus tard, riant à une blague qu'ils n'avaient partagée qu'entre eux. Je m'étais dit que j'étais paranoïaque. Aujourd'hui, je savais que c'était un signe. Un soir, en rentrant plus tôt du travail, j'ai trouvé Sophie devant ma porte. « Il ne répond pas au téléphone », m'a-t-elle dit, l'air inquiet. Et elle non plus. Nous avons pris sa voiture, sans vraiment parler, jusqu'à la maison de Marc. La lumière était allumée dans le salon. Par la fenêtre entr'ouverte, nous avons vu 2 silhouettes. Elle riait, une coupe de vin à la main, assise trop près de lui. Il lui touchait la jambe, comme un geste familier. Sophie a posé la main sur mon bras. « Pas maintenant. On doit réfléchir. Je voulais entrer, les confronter, tout détruire. Mais elle avait raison. Si je le faisais, j'aurais l'air de l'homme jaloux et hystérique, et eux se feraient passer pour les victimes. » Nous sommes repartis dans un silence lourd. Les lampadaires projetaient nos ombres allongées sur l'asphalte, comme 2 silhouettes parallèles qui ne se touchaient jamais. Plus tard dans la soirée, Sophie m'a appelé. « Je ne sais pas pour toi, mais je ne compte pas les laisser s'en tirer comme ça. » J'ai regardé par la fenêtre, la rue déserte, le reflet de mon visage dans la vitre. Moi non plus. Mais il nous faut un plan. En raccrochant, j'ai senti quelque chose changer. La confusion et le choc reculaient, laissant place à une détermination froide. Pour affronter 2 personnes qui jouaient aussi sales, il faudrait apprendre à jouer moi aussi. Et surtout, attendre le bon moment. Nous avons commencé par les traces numériques. Sophie connaissait encore l'ancien mot de passe de l'adresse mail de Marc. De mon côté, je savais comment déverrouiller le téléphone de ma femme, une habitude banale, devenue aujourd'hui une arme. Un soir, assis dans mon salon, lumière éteinte, nous avons exploré leurs échanges. Ils étaient prudents, mais pas assez. Pas de messages compromettants sur les applications classiques. Mais dans une messagerie secondaire, presque oubliée, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Photos, commentaires intimes, plaisanteries codées. Et surtout, une série d'images d'un week-end professionnel qui, en réalité, s'était passé dans une chambre d'hôtel avec vue sur la mer. Sophie fixait l'écran. Cet hôtel. Il m'a dit qu'il y allait pour une réunion avec des fournisseurs. Je me suis levé, incapable de rester assis. Ce que je ressentais n'était plus un choc, mais une énergie froide, concentrée. J'ai compris que nous pouvions transformer tout cela en avantage. 2 jours plus tard, j'ai mis en œuvre une première manœuvre. Je me suis présenté à son travail avec un énorme bouquet, un cadeau et une carte débordant de déclarations affectueuses. Ce n'était pas de l'amour, c'était du théâtre. Je voulais la mettre mal à l'aise, la forcer à expliquer à ses collègues pourquoi son mari se montrait soudain si démonstratif. Le soir même, Sophie m'a appelé. « Marc est nerveux. Il t'a vu là-bas ?»« Peut-être, » ai-je répondu. Elle a ri, un rire bref, presque amer. Nous savions que semer le doute était aussi important que collecter des preuves. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré André, un ami avocat. Je lui ai montré ce que nous avions rassemblé. « C'est solide, » m'a-t-il dit. « Mais ne les affronte pas encore. Garde ça sous le coude. Et en attendant, fais comme si tu ignorais tout. C'est là qu'ils baisseront leur garde. » Je suis ressorti de ce rendez-vous avec une sensation étrange. Je n'étais plus le mari trahi qui attend qu'on lui rende justice. J'étais devenu quelqu'un qui savait plus qu'il ne montrait. Une ombre silencieuse, patientant avant de frapper. Lors d'un dîner de famille, je les ai observés. Marc, sûr de lui, racontait une histoire. Elle riait, un peu trop fort. Sophie, de l'autre côté de la table, baissait les yeux pour cacher sa colère. Nous ne nous sommes pas parlé ce soir-là, mais un pacte tacite se renforçait. Attendre, accumuler, frapper quand il serait trop tard pour eux. Et plus le temps passait, plus ma colère se refroidissait. Et une colère froide. Et bien plus dangereuse qu'une explosion. Le coup est tombé un jeudi pluvieux. Je venais de quitter le bureau lorsque mon téléphone a vibré. C'était Sophie. « Il faut que tu viennes tout de suite », sa voix tremblait. Chez elle, je l'ai trouvée assise sur le canapé, un grand enveloppe ouverte sur les genoux. Elle m'a tendu des feuilles, des relevés bancaires, annotés au stylo rouge. Marc avait vidé un compte commun, presque toutes ses économies.
Il m'avait dit que c'était pour un investissement, a-t-elle murmuré, la voix cassée. Maintenant tout est à son nom. Une chaleur lourde m'est montée à la tête. Jusqu'ici, notre guerre contre eux était faite de regards, de silence, de preuves gardées. Là, c'était du concret, du brutal. Le soir, ma femme est rentrée tard, trempée de pluie. Elle a posé son sac sur le canapé et a filé vers la chambre. Je l'ai suivie. « Tu sais que Marc a pris l'argent de Sophie ?» Elle n'a même pas feint la surprise. « Ça ne te regarde pas. » Cette indifférence m'a traversé comme une lame. « Tu as changé, ai-je dit. Pas seulement avec moi. » Elle a haussé les épaules. J'en ai assez de vivre dans l'ombre des autres. 2 jours plus tard, elle m'a invité à dîner chez Marc. Elle voulait, disait-elle, que les choses se terminent dans le calme. Je savais que c'était une mise en scène, mais j'y suis allé. La table était dressée comme pour une réception. Ils se tenaient côte à côte, leurs gestes coordonnés. Les rires étaient au facile, les conversations huilées. Marc me jetait de temps à autre un regard qui disait clairement « Tu as perdu ». Sophie, assise à ma gauche, gardait un visage fermé. Puis, en plein repas, ma femme a annoncé qu'elle partait en voyage en Europe avec lui. Elle a parlé de nouvelle vie, et ils ont trinqué. Quelques rires ont fusé autour de la table. Je n'ai pas touché à mon verre. Je suis parti avant le dessert. Dehors, la pluie avait repris. Dans la voiture, mes mains serraient le volant au point de blanchir mes phalanges. Les phares découpèrent la nuit, mais je ne voyais qu'une chose, leur visage, sûrs d'eux, persuadés que je resterais à ma place. Quand je suis rentré, le couloir était sombre. C'est là que je l'ai vu. Le grand miroir fissuré, une longue entaille traversant mon reflet. Je ne savais pas si c'était récent ou ancien. Mais l'image était parfaite. Je n'étais plus entier. Je suis resté là, longtemps, devant cette surface brisée, à écouter la pluie sur le toit. Une partie de moi voulait s'effondrer, oublier. Une autre voulait retourner là-bas et réduire leur petit théâtre en cendres. Finalement, je me suis assis dans le salon, lumière éteinte. J'ai laissé le silence m'engloutir. Et dans ce silence, j'ai compris que j'étais arrivé au fond. Et que le fond te noie ou te pousse vers la surface. Le samedi matin, je me suis réveillé avec une étrange lucidité. Ce n'était ni de l'espoir, ni de la colère brute, plutôt cette sensation qu'on a après avoir traversé une longue nuit blanche. La pluie de la veille avait lavé le jardin. L'air sentait la terre mouillée et quelque chose en moi s'était apaisé, juste assez pour penser clairement. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur. Toutes les preuves accumulées, les photos, les messages, les relevés. Jusqu'ici, ces documents n'étaient qu'un poids, un rappel constant de la trahison. Mais soudain, j'ai vu autre chose. Ce n'était pas seulement mon histoire. Marc et elle n'en étaient pas à leur premier coup. Sophie m'avait parlé d'autres femmes, d'autres relations détruites. Marc avait toujours le même mode opératoire. Séduire, manipuler, profiter financièrement, puis disparaître. Ma femme, désormais sa complice, reprenait ce schéma comme si c'était une seconde nature. Sophie est arrivée vers midi, un dossier sous le bras. Elle avait récupéré, grâce à un ami, des documents bancaires qui montraient des transferts depuis le compte de l'association du quartier. Un fonds où Marc et ma femme avaient tous deux des responsabilités. « C'est plus qu'une affaire de couple », ai-je dit en feuilletant les pages. « C'est criminel. » Elle a hoché la tête. « Ça veut dire qu'on n'est plus seul contre eux. » J'ai passé l'après-midi à passer des coups de fil. Un contact dans la police m'a expliqué comment procéder à une dénonciation anonyme. Je n'ai rien révélé de précis, mais assez pour préparer le terrain. Le soir, je suis resté seul dans le salon, face au miroir fissuré. J'ai posé ma main sur la surface froide. Mon reflet, déformé, ne me ressemblait plus. J'ai compris que revenir en arrière n'était pas une option. Le lendemain matin, au bureau, j'ai demandé un rendez-vous au directeur. J'ai présenté un projet que je gardais depuis des mois. L'ouverture d'une nouvelle antenne, avec moi à la tête. Ce serait risqué. Mais si ça fonctionnait, je serais à l'abri financièrement, hors de portée d'elle. Pendant que je parlais, j'ai entendu ma voix. Assurée, ferme, débarrassée de toute demande d'approbation. En rentrant chez moi, je l'ai trouvée au téléphone, riant. Elle s'est tue en me voyant entrer. Je suis passé à côté d'elle sans un mot,
suis allé m'asseoir sur la terrasse. Mon espace. Là, j'ai compris que ce que je cherchais n'était plus une vengeance personnelle. C'était d'exposer ce qu'ils étaient, pour qu'ils ne puissent plus recommencer ailleurs. Plus tard dans la soirée, Sophie m'a appelé. Si on joue bien, ils perdent tout. Pas seulement ce qu'ils nous ont pris. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit était claire, sans nuages. Alors on va jouer bien, ai-je répondu, et on ira jusqu'au bout. L'occasion s'est présentée plus vite que prévu. L'association du quartier annonçait une soirée caritative, un de ces événements où se pressent commerçants, élus locaux et curieux. Marc et ma femme, toujours membres influents du comité, seraient au centre de l'attention. C'était le moment idéal pour fissurer leur façade. Une semaine avant, j'ai retrouvé Sophie dans un petit café à l'écart. Le plan était simple. Elle devait obtenir le maximum de messages et de documents montrant les mouvements suspects sur le compte de l'association. Moi, je m'occuperais de transmettre le tout discrètement à un journaliste local connu pour flairer les scandales. Les jours suivants, j'ai changé d'attitude. Au travail, j'acceptais des dossiers complexes que j'aurais refusés avant. À la maison, j'étais poli, mais distant avec elle. Plus de disputes, plus de questions. Juste une neutralité glaciale. Cette indifférence semblait la troubler plus que mes accusations passées. Le soir de la soirée, le grand hall brillait de lumière. Les tables couvertes de nappes blanches, les verres de champagne qui circulaient, les conversations mielleuses. J'ai salué quelques connaissances, échangé des banalités. Sophie, de l'autre côté de la salle, jouait son rôle à la perfection, souriante, impeccable. Au milieu de la soirée, j'ai aperçu le journaliste entrer, un appareil photo à la main. Il saluait tout le monde, comme s'il était là pour couvrir l'événement. Seuls ses yeux, vifs et attentifs, trahissaient qu'il était en chasse. Marc est monté sur scène pour prononcer un discours sur la transparence et la confiance entre voisins. Je l'écoutais, un verre à la main en retenant un sourire. Pendant ce temps, Sophie m'a envoyé un bref signe depuis la foule. Tout avait été transmis. En descendant de scène, Marc a sorti son téléphone, croyant que personne ne l'entendait. « Pas ici, trop de monde, on verra plus tard. » Il a croisé mon regard. J'ai souri, calmement, et suis passé devant lui comme si de rien n'était. À la fin de la soirée, Sophie s'est approchée de moi près de la sortie. Il ne se doute de rien. Pas encore. Nous sommes partis séparément, laissant derrière nous les lumières et les rires forcés. Le vrai spectacle, désormais, allait se jouer ailleurs. 2 jours après la soirée, la nouvelle est tombée. Le site d'actualité locale publiait un article en première page. L'association du quartier sous enquête pour irrégularité financière. En photo, Marc et ma femme, souriants, tenant ensemble de grands ciseaux pour couper un ruban rouge. Les messages ont afflué sur mon téléphone. Des voisins indignés, d'autres curieux, certains simplement avides de ragots. Sur le groupe de discussion du quartier, leur silence était plus parlant que n'importe quelle justification. En fin d'après-midi, je les ai vus devant le local de l'association. Marc parlait vite, les mains agitées, tentant de rassurer un petit groupe de membres. Ma femme, à ses côtés, affichait un sourire figé, comme une vitrine qu'on n'a pas encore eu le temps de démonter. Quand elle m'a aperçu, elle s'est avancée de quelques pas. « C'est toi, » murmura-t-elle. « Non. » J'ai levé un sourcil. « Vous avez fait ça. Moi, je me suis contenté de laisser les autres le découvrir. » Derrière moi, Sophie s'était arrêtée, le téléphone prêt à enregistrer. Marc a voulu répliquer, mais il a senti les regards autour de lui. Ce qui, autrefois, lui donnait de l'assurance, le public, devenait maintenant une menace. Je me suis retourné et je suis parti. Pas besoin de rester pour savourer la scène. La vraie victoire, ce n'était pas de les voir humiliés. C'était de savoir qu'à partir de maintenant, ils couleraient tout seuls. Quelques semaines plus tard, le quartier avait retrouvé son rythme, mais quelque chose restait figé. Leur maison gardait ses volets fermés presque toute la journée. J'ai aperçu Marc 2 ou 3 fois, toujours pressé, le regard fuyant. Elle, quand nos chemins se croisaient, baissait les yeux comme si le sol pouvait l'avaler. Ce matin-là, j'étais sur la terrasse, un café chaud, entre les mains. Le jardin était parfaitement entretenu. L'air sentait encore la rosée. Sophie est passée sur le trottoir, m'a salué d'un signe discret.
Aucun mot n'était nécessaire. Sur la table, un grand enveloppe brune. Dedans, les papiers du divorce, signés. Pas de lettres, pas d'explications. Juste des signatures qui fermaient définitivement un chapitre. La porte-fenêtre était ouverte sur le jardin. Une brise légère a fait glisser quelques feuilles mortes sur le carrelage. Je suis resté là, à regarder l'ouverture. Je n'ai pas bougé pour fermer.